Vendredi 14 août 2020, les titres de cette édition. Co-organisé par l'Union internationale de la presse francophone et le Presse Club Café Média Plus, le symposium national sur le thème 60 ans de l'indépendance, rôle et impact des médias du Dahomey au Bénin a évalué le rôle de la presse dans l'édification de la démocratie béninoise à la Maison des médias ce jour. Il en sera question dans cette édition. Les bouchers de Cotonou ne sont pas contents parce que leurs activités tournent au ralenti. Nous nous intéresserons à ce secteur. Stone Music Prod, un label de production, s'implante au Bénin pour promouvoir la musique du 229. En 60 ans d'indépendance, la presse béninoise a pris une part active dans le développement du Bénin et à l'enracinement de la démocratie. Les journalistes anciens comme jeunes et acteurs de la société civile ont apprécié la contribution de l'édification de la patrie du Bénin au Dahomey lors d'un symposium co-organisé par l'Union internationale de la presse francophone et le Presse Club Café Média Plus à la Maison des médias. Joël Ataï-Guédégbé, acteur de la société civile, l'un des deux principaux orateurs du jour, considère la presse comme l'acteur clé de toutes les luttes au Bénin. Les médias sont les témoins fondamentaux de l'évolution de notre société. Les médias ont été les précurseurs d'un certain nombre de luttes parce que sans l'amplification, sans le relais des préoccupations d'un certain nombre de couches de la société, je ne crois pas qu'il ait été possible pour l'ensemble d'un pays de dégager une espèce de conscience nationale, en cas de conscience tournée vers l'accomplissement d'un certain nombre d'objectifs dont nous avons convenu d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que se dessine le mieux la contribution des médias au développement de notre pays dans presque tous les secteurs de notre vie nationale. Nous avons connu des poussées de fièvre par certains moments avant 1972, autour des élections, même après 90, et même avant les indépendances, par la plume, éventuellement par le micro, les médias ont parfois eu à contribuer à des poussées de fièvre chez nous. Mais au bout, ou substantiellement, c'est leur rôle d'éclaireur, sinon simplement de médiateurs sociaux, qu'il convient de retenir. À travers la radio principalement, parce que notre pays reste largement analphabète, même si les précurseurs de la presse ou des médias chez nous tenaient plutôt la plume. Je pense à Louis Moukanri, au Nikwe et que sais-je encore, même le président Zinsou. Tout cela officiait à partir de la plume. Mais les médias se sont le mieux signalés à nos compatriotes, ou sont rentrés en relation avec les Béninois à travers ce vecteur qu'est la radio. Le meilleur exemple en est la radio rurale qui a existé au Bénin, qui a été mise en branle à partir des années 60, de la fin des années 60, et qui s'est préoccupée de faire remonter les préoccupations des paysans, de vulgariser par l'outil de la radio les techniques agricoles, de promouvoir le changement de comportement dans nos campagnes. Principaux artisans de l'avènement de la démocratie en 1990, les médias et les journalistes sont tombés dans des travers, se désole Joël Ataï-Guédégbé. Le rayonnement du Bénin ne peut que s'en déduire et a atteint son paroxysme au travers de la présence remarquable des médias à la conférence nationale, d'un côté, à travers le foisonnement sans précédent que la presse a connu par la grâce de la libéralisation, donc de l'avènement de la démocratie, donc de la démonopolisation des ondes
à partir de 1997 au moins, pour les radios privées, les radios commerciales et plus tard encore les télévisions. Le Bénin s'est signalé en Afrique, voire dans le monde, par ce foisonnement sans précédent des initiatives, de la création d'organes de presse, notamment de journaux, par le ton très libre, à la limite anarchiste, de ces médias. Et couronnement de tout ça, le Bénin s'est signalé avec ce classement très flatteur de Reporters sans frontières qui nous a placés en tête de son classement en Afrique et pas trop loin, sinon devant la France, même au niveau international, au niveau mondial. Parallèlement à ce classement, on évitait soigneusement d'admettre que nombre de décisions, pour ne pas dire près de 150 décisions de justice, 150 décisions définitives attendaient d'être exécutées, ont été mises sous le boisseau, sans parler du renoncement d'un certain nombre d'autorités, dont le président Mathieu Guéricourt, à l'occasion de son retour aux affaires, d'ester en justice contre la presse. Toujours est-il qu'il y avait à côté ces indicateurs qui signalaient d'une manière ou d'une autre que nous ne faisions pas le meilleur usage possible de la liberté de presse reconquise à partir de 1990. Quant au second communicateur, Noël Alagbada, ancien journaliste au journal Erouzou, devenu La Nation, il est aujourd'hui à la retraite. Il a subdivisé en 4 grands contextes l'exercice du métier de journalisme au Bénin de 1960 à nos jours. Le premier concerne la période allant de 1960 à 1975. Il l'explique. En 1960, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'État indépendant hérite pratiquement d'un paysage médiatique que la puissance coloniale lui laisse. Et ce paysage médiatique-là, c'est essentiellement un journal que l'administration coloniale a reçu à mettre sur place quand ils ont fini par décapiter tous les journaux que nos parents, là c'était l'Ounkari, avaient créé dans les années 20-30 et vers les années 40 avec les procès, et dont le procès de la Baille d'Armée, il n'avait plus de souffle. Donc ce journal, enfin, a fini par survivre. Donc c'est un journal qui est dans le système. Et après, il y avait Radio Cotonou, créé en 1953. Je parle sous le contrôle de... C'est ça qui est là. Et ce sont des instruments de gouvernement pour sa politique. C'est pratiquement des attributs de la souveraineté du nouvel État, au même titre que les drapeaux et les armoiries. Et le personnel, les premiers personnels qui étaient là, c'était souvent, la plupart, c'était des instituteurs, ce qu'on appelle les instituteurs émérites, qui connaissaient, et c'est eux qu'on a recrutés, aussi bien au niveau de la radio qu'au niveau de la presse écrite. Et en même temps, je pense en novembre 1960, le nouveau régime a créé son journal, qui est un hebdomadaire, double de mail. Et entre-temps, bon, par le biais des accords de coopération, on a trouvé des stages pour ces premiers journalistes de la presse de notre pays. Déjà, à ce niveau, déjà, la radio était le médium le plus en vue. Il y avait les stages à l'Okora, au fil de coopération radiophonique pour eux.
à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. C'est là où on trouve maintenant encore pratiquement, dans le cadre de nos indépendances, là, tout ce que vous voyez comme image, la plupart ça vient de là-bas. Donc, et pour la presse écrite, c'est les coopérations avec des pays comme la France toujours, la Suisse, l'ancienne Allemagne fédérale, pour renforcer les capacités de tout ce monde. Donc, l'État est le propriétaire des moyens d'information. Et les journalistes, il faut les appeler comme ça, là-bas, sont des fonctionnaires de l'État. Toujours au sujet des médias, la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, va renouveler son bureau exécutif le 29 août prochain. Le mandat de l'équipe dirigeante actuelle est arrivé à son terme le jeudi 13 août 2020. Son président Aurélien Aïssoun dresse le bilan des activités menées depuis la création de l'association en 2013. Je peux juste, pas de façon exhaustive, dire ce que nous avons pu faire parce que nous étions partis sur la base de participer à notre propre épanouissement. Et avant de pouvoir participer à notre propre épanouissement, il faut réunir un certain nombre de paramètres. Les journalistes vraiment passionnés et qui sont prêts à prendre le métier comme leur profession. Donc depuis 2013, effectivement, plus précisément le 11 août, il a été mis sur les fonds baptismaux la Fédération des journalistes et professionnels du Bénin en tant dénommée Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Mais chemin faisant, ça a été mué en FJB tout en gardant le cycle, on est devenu Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Si dit qu'on est parti sur la base de la participation de notre propre épanouissement, c'est dit que nous avons mis en place un certain nombre de projets. Ces projets, il faut s'affirmer. Si, avec notre regroupement, nous ne sommes pas déterminés à honorer le métier, on ne peut pas. Tout, il faut la formation. Donc nous sommes apprésentés sur la formation. La plupart d'entre nous sont allés dans des écoles. En dehors de ça, pour mener la vie au sein de l'association, nous avons mis sur pied un département qui est essentiellement consacré à la sociabilité, aux activités culturelles et sportives, juste pour le brassage. En dehors de ça, nous avons beaucoup de projets que nous avons mis en place. Je peux parler, entre autres, de la solidarité épargne. J'ai en griffe une tontine, je dirais, à hauteur de 500 000 francs, que chaque membre qui est intégré ramasse, juste pour que celui qui n'a pas un moyen de déplacement de sa capacité puisse s'en approprier. Tout d'autre, c'est comment faire pour acquérir un domaine afin que, étant resté ensemble toute la jeunesse, pourquoi ne pas vieillir ensemble, donc avoir nos propres logements. Il y a entre autres des activités où la fédération s'est illustrée. Je prends par exemple le trophée de l'éducation où la fédération a soulevé le trophée qui a été posé au détriment de Nagra Sport de l'ORTB. C'est vrai, on a osé. En dehors de ça, notre insertion dans les autres instances fêtières, puisque aujourd'hui, beaucoup confondent la fédération comme une autre fêtière. Et je ne cesserai pas de le dire. La nuance ici, au niveau de la fédération, il y a les professionnels simples employés et les patrons de presse. Donc nous, on regroupe à la fois les patrons et les journalistes. De l'autre côté, au niveau de l'UPMB, il y a les journalistes. Au niveau du CNPA, c'est les patrons. Mais la fédération regroupe. Je ne sais pas si c'est par rapport à son nom que la fédération a agi ainsi. Puisque nous ne sommes pas un regroupement thématique, vous dire, en notre sein, il y a tout. Donc, vous voyez la pluralité des actions, des idées qui convergent.
C'est à travers cela qu'on note qu'il a des actions qui impactent, où certains se demandent est-ce que les autres, nous contenons celle que nous appelons aujourd'hui fêtière. Dans un autre registre, la viande est une des sources de protéines, un oligo-élément indispensable à l'organisme. Elle est disponible sur le marché grâce au travail des bouchers. Les acteurs de ce secteur ne connaissent aucune organisation et se trouvent confrontés à d'innombrables problèmes. La mévente dite sa loi. Suivez ce reportage signé de la rédaction pour en savoir plus. Exercée par un nombre important de personnes au Bénin, cette activité tourne au ralenti dans les boucheries où la mévente s'installe dans le quotidien des acteurs du secteur. Il y a le temps, on tue et on ne s'en sort pas du tout. On a la difficulté. Qu'est-ce qui nous donne cette difficulté? Et qu'aujourd'hui, chacun se lève, il rentre dans la boucherie. Il se fait qu'on dépasse le bord. Au temps de nos parents, ce n'était pas comme ça. Il y avait peu de gens. Mais actuellement, chacun se lève, il rentre dans la boucherie. Donc, c'est ça qui fait que les bouchers souffrent actuellement. Ce n'est pas facile comme avant. On est ici maintenant, il n'y a plus de marché comme avant. La vente là, c'est diminué. Il n'y a plus de marché comme ça. Donc, on est ici depuis matin, on est calé, on ne vend pas comme ça. Nous savons. Encore certains gens ne sont pas jour. À Douaro, on a une côte. Do Dondali, Bonanté. Qui ont des bois à Yomé. Mi déboucher les crèves à Yomé. Mi déboucher les crèves à Yomé. Donc, nous, ça nous, maman, dame, bonne dame de nos corps, bon, bleu, à Gounaleo, à Sanou et des gens. Et voilà. Il y a beaucoup de crédits aujourd'hui pour les bouchers. Ça, c'est plein. Il y a beaucoup de crédits. Si tu ne sors pas. Ce métier qui facilite l'approvisionnement en produits carnés, source de protéines nécessaires à l'organisme, notamment la vitamine PP, B6 et surtout la vitamine B12, est exercé dans la clandestinité par certains au désarroi des acteurs respectueux des dispositions en vigueur. Nous avons des frères qui promènent avec le même viande que nous vendons dans le marché. Et ce n'est pas bon parce qu'ils arrivent à vendre puisque nous qui payons les taxes dans le marché, nous payons toutes les taxes concernant. Dans le marché, les prix de viande ne sont pas les mêmes. Il y a les d'autres qui cassent les prix et ils peuvent vendre ça à 2500. Normalement, pour vendre viande, sans hausse, c'est à 2800, on vend ça. Il y a les d'autres qui vendent ça à 2500. Avec hausse, on vend ça à 2200. Il y a d'autres qui vendent ça à 2000. D'autres personnes qui vendent les viandes en circulation et puis ils mettent ça en tête. Donc ce gens-là, ce n'est pas bon quand même pour les gens, la population vont manger ça. À Cotonou, les bouchers souffrent trop parce que le travail n'est pas du tout organisé. Les acteurs de la production carnée au Bénin en appellent à l'intervention de l'État pour la sécurisation du secteur en attendant qu'ils se réunissent en association pour défendre leurs intérêts communs. De la culture dans cette édition, le label Stone Music Prod a signé un contrat de production avec l'artiste Omer ce jour 14 août. Une signature qui donne la chance à ce chanteur originaire de Porto Novo de se concentrer sur son art et de laisser les autres aspects de sa carrière occupés par ce label. La cérémonie a eu pour cadre Céline Hôtel de Cotonou. Suivez la déclaration du représentant du label. Notre objectif premier, c'est d'apporter notre pierre à l'édification d'une culture africaine qui se veut garante de nos mœurs et revendicatrice de la place qui lui revient de droit au soleil de l'industrie musicale. Ainsi, nous entendons à travers nos actions contribuer à un meilleur impact de la musique béninoise sur le reste du monde. Stone Music, après son expérience en France et en Côte d'Ivoire, a décidé de mettre le cap sur le Bénin, un pays qui, vous conviendrez avec nous, est en plein essor culturel et mérite largement et de loin de s'enorgueillir des prouesses qu'il a jusque-là faites. Nous voyons à travers le Bénin une ressource riche et intarissable de talent, une réserve incommensurable de pépites sur lesquelles nous pouvons reposer nos lauriers. C'est donc dans cet état d'esprit que M. Charbel Bokor, alias Stone, un investisseur et promoteur culturel français d'origine béninoise, a eu la noble vision de revenir investir à la maison.
Voyez donc, à travers cette initiative, ce projet, le retour de l'enfant prodige, l'enfant du pays. Car oui, Chabel Bokor, c'est l'enfant du pays. Cet enfant du pays qui a succombé à l'appel fort de la terre de ses ancêtres. Ceci dit, aussi beau, aussi noble et aussi louable que puisse être ce projet, nous ne pourrions y arriver tout seuls, car comme vous le savez très bien, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et puis, ce n'est pas dans la singularité, dans l'aparté que nos ancêtres ont bâti ce pays qu'on affectionne tant. Nous voudrions sur ce pouvoir compter sur votre soutien, à vous d'abord les médias, parce que c'est d'abord vous le showbiz, on est bien d'accord, sur les autorités administratives de notre pays, en l'occurrence le ministère des Affaires d'obédience culturelle, sans oublier tous les autres promoteurs culturels à divers niveaux et les artistes du pays. Stone Music Prod, c'est notre maison, mais c'est surtout et d'abord, avant tout, votre maison à vous, car sans vous, nous ne sommes rien. Nous allons revenir plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. La page internationale de cette édition fera l'actualité au Niger. Les dépouilles des 6 Français tués au cours de l'attaque de la semaine passée ont été rapatriées en France, où un hommage leur a été rendu à l'aéroport de Orly. En Angola, José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos, a été arrêté pour corruption. Les inondations au Népal, la fermeture des discothèques en Espagne et l'actualité en Nouvelle-Zélande et bien d'autres ont été abordés dans cette part réalisée par Astrid Tossavi, Fidèle Oussou et Jeannot Dopéon. Au Niger, les corps des 6 Français tués dimanche dernier à Corée partent ce vendredi pour la France. Une cérémonie d'hommage est prévue à Paris, à l'aéroport d'Orly, en présence des familles et du Premier ministre Jean Castex. Au Niger, se tient aussi ce vendredi les funérailles d'au moins une victime nigérienne de l'attaque de Corée. José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison pour faute dans le cadre de ses activités à la tête d'un fonds souverain angolais en 2013 et 2018. Pour le chef de fraude et celui de trafic d'influence, le prévenu est condamné à une peine cumulée de 5 ans de prison, a annoncé le juge Joao de Cruz Pitra de la Cour suprême de Luanda. L'Espagne a décidé ce vendredi 14 août la fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer dans les rues sans respecter la distance de sécurité, en renforçant les restrictions pour endiguer la résurgence de nouveaux coronavirus. Le ministre de la Santé Salvador Illa a présenté une série de mesures qui s'appliqueront sur tout le territoire au thème d'une réunion d'urgence des autorités sanitaires de toutes les régions d'Espagne, chacune compétente pour la santé. Rappelons que le pays, un des plus endeuillés au monde par la pandémie, a enregistré jeudi près de 3000 nouveaux cas en 24 heures. La Nouvelle-Zélande a prolongé ce vendredi 14 août le nouveau confinement d'Auckland afin de permettre aux autorités sanitaires de contenir les cas de coronavirus. La première ministre Jacinda Ardern a ordonné le confinement d'Auckland, la plus grande ville du pays, jusqu'au 26 août. Des tests analysant les récentes contaminations ont montré que les récentes contaminations n'ont pas la même souche que les précédentes. Jacinda Ardern a expliqué que ces analyses n'ont pas permis d'établir un lien avec les cas de Covid-19 enregistrés parmi les personnes en provenance de l'étranger. 11 corps ont été retrouvés et 27 personnes sont toujours portées disparues après un glissement de terrain vendredi 14 août dans un village de centre de Népal. Une coulée de boue et de pierres s'est abattue tôt vendredi sur un village de montagne au nord-est de la capitale Katmandou. L'éboulement a endommagé au moins 37 maisons, a précisé un responsable de la police locale. Selon le ministère de l'Intérieur, depuis le début de la mousson mi-juin, des glissements de terrain et inondations ont causé la mort d'au moins 191 personnes au Népal et 54 autres sont portées disparues. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. Mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne fête de l'Ascension et bonne fête de l'Igname. Bonsoir, bon week-end à vous.